23 ans plus tard, les faits sont restés plaqués dans les mémoires de l'opinion internationale. L'on n'a jamais perçu avec exactitude les causes d'un massacre qui a coûté la vie à des milliers de Rwandais. Sur les traces de l'histoire, revisite l'histoire du Rwanda et les tenants d'un génocide qui est resté à ce jour incompris. Nous voudrions, avec votre permission, chers auditeurs, à travers cette plateforme, et avec l'expertise et les témoignages de ceux qui ont vécu cette histoire, et des experts, des historiens et des politologues, revisiter le Rwanda, et en particulier le génocide. Bienvenue en direct de EDB News, sur les traces de l'histoire commence. Nous voudrions signifier à nos auditeurs que cette émission sera orientée sur deux parties essentielles. La première partie nous permettra de questionner l'histoire du Rwanda, du peuple rwandais, si vous voulez bien, les civilisations rwandaises. Et en deuxième partie de notre émission, nous reviendrons en profondeur sur le génocide. Parler de ce génocide, nous nous interrogerons sur les causes qui ont conduit à ce massacre. Nous reviendrons sur les conséquences directes et lointaines de ce génocide. Et puis, en dernier ressort de la deuxième partie de notre programme, nous n'éviterons pas d'ailleurs de prendre l'analyse, les commentaires des uns et des autres. Que sont devenus les Rwandais aujourd'hui? Où sont-ils? Où peut-on les retrouver? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mesdames et messieurs, restez à l'écoute de notre programme. Nous accueillons dans quelques secondes nos invités. Une fois de plus, merci de nous retrouver en direct de EDB News, mesdames et messieurs. Je voudrais accueillir premièrement monsieur Tchatchou Russell. Vous me permettrez de vous appeler Russell Tchatchou. Et à titre de rappel, il faudra certainement indiquer pour la gouverne de nos auditeurs que vous êtes spécialiste en management des crises et des catastrophes. Vous avez d'ailleurs une expérience qui vous permet de parler avec beaucoup d'aisance des questions de catastrophes à travers le monde et même dans le cadre de la gestion des entreprises. Il faudrait indiquer que vous êtes un manager hors pair, si l'expression nous le permet, puisque votre posture de contrôleur qualité vous donne la présence d'esprit de pouvoir aborder plus d'un sujet. Vous avez participé à des débats, à des tables rondes sur des questions concernant des civilisations africaines. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur notre plateau. Bonne arrivée. Merci, tout le plaisir est partagé. Alors, le Rwanda quand même, il faut le dire, c'est un pays pas très loin du Cameroun. Justement, le Rwanda justement est un pays pas très loin du Cameroun et même très voisin. Quand nous regardons bien la structure géographique du Rwanda, nous nous rendons compte que voisin de notre pays le plus proche, la RCA, la RDC, pardon, vous vous rendez compte que le Rwanda est à un pâté de maison du Cameroun. Alors, c'est un pays dont l'histoire préoccupe particulièrement et qu'on est amène d'aborder. Quand vous regardez ce pays, on a envie de le regarder avec satisfaction, avec beaucoup de regrets, avec compassion. Comment regardez-vous le Rwanda? Le Rwanda, initialement, on va regarder le Rwanda avec beaucoup de regrets et aussi de la compassion. Déjà parce que c'est un pays de référence, étant donné l'ensemble des actifs relatifs à sa population. Vous allez vous rendre compte en observant que le Rwanda est l'un des pays d'Afrique avec une population bien organisée, structurée. C'est même l'élément fondamental qui a permis aux colonisateurs généralement de pouvoir susciter justement une curiosité vis-à-vis de ce peuple-là. Merci, c'est ce que nous revisiterons donc avec votre expertise tout au long de cette émission. Juste devant vous, monsieur Russell Tchatchou, nous allons accueillir monsieur Mungimana Mbabazi. Je rappelle que vous êtes de nationalité rwandaise. Vous êtes installé au Cameroun aujourd'hui. Vous êtes réfugié rwandaise au Cameroun, du système Samba Formation. Beaucoup.
Bonjour tout le monde. Alors, 22 ans au Cameroun, on se sent plus rwandais ou camerounais? Beaucoup plus camerounais que rwandais. Pourquoi camerounais? Et quand je suis arrivé au Cameroun, c'est comme si c'était le retour au berceau de nos ancêtres. Vous avez l'impression que au Cameroun, votre présence, vous n'avez pas de regret d'avoir quitté dans des circonstances qu'on imagine votre pays. Il y a quand même un regret derrière, je crois bien. Oui, bien sûr, le regret ne peut pas manquer, puisque quand on a perdu le pays, ça veut dire qu'on a perdu une partie de soi. Vous êtes parti, on voudrait avec votre permission, hein, peut-être on pourrait en quelques minutes ou en quelques secondes évoquer les circonstances dans lesquelles vous avez quitté le pays. Est-ce que vous pouvez nous redessiner le film? C'était en 1994, après l'attentat de l'avion présidentiel, le 6 avril. Après ça, il y a eu la guerre civile, les massacres, les génocides. Donc, avec l'avancée des rebelles qui a attaqué la ville, on était obligé de quitter le pays, étant donné que j'appartenais à une famille qui était au pouvoir. Vous étiez très proche du pouvoir. Oui, disons que mon père était l'ancien décan du président qui était assassiné en 1994. Il vit toujours votre papa? Non, il est décédé. Dans ce massacre? Non, il est décédé aux Zaïre. Il est décédé hors du pays. Nous en parlerons au cours de cette émission. C'est plutôt un honneur pour nous de vous accueillir dans notre chaîne de radio sur EDB News, et dans le cadre de ce programme sur les traces de l'histoire. Juste à côté de vous, nous avons un autre fils de nationalité rwandaise. Il s'agit bien et bien de M. Ntabajina Emmanuel. Vous êtes titulaire d'un diplôme en sciences de la santé, assistant médical. Vous arrivez au Cameroun depuis pratiquement près de 9 ans. Aujourd'hui, il faut rappeler que vous êtes passé par la RDC de 1994 à 1997. Vous êtes passé également par le Congo-Brazza entre 1997 et 2008. Un parcours plutôt de torture, on peut l'imaginer. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Oui, c'est un parcours parce que vous allez vous imaginer en voyant la topographie de l'Afrique. J'ai quitté le Rwanda et je passe en RDC, Congo et je suis arrivé au Cameroun à pied. Vous êtes arrivé au Cameroun à pied, partant d'où? Partant d'où? Partant de... J'ai passé par la RDC, oui, et puis Congo-Brazzaville et le Cameroun. Vous n'aviez pas de moyens pour payer le transport? Mais payer le transport, je vous explique, c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion, des moyens, de prendre l'avion jusqu'au Cameroun. Quand je trouvais quelques moyens, j'empruntais un taxi qui me dépose à quelques kilomètres, puis je continuais. Et comment faisiez-vous pour attraper ces moyens? Étant donné que je suis assistant médical, oui, et en RDC, je travaillais avec les organismes, et partout là où on passait, comme on marchait à pied, il y avait les organismes comme Médecins Sans Frontières, Caritas, donc qui nous attendait à un site. Oui. Dès qu'on y arrive, directement, je commençais à soigner mes compatriotes qu'on était ensemble. Vous avez abandonné votre famille, vous êtes venu seul? Oui, je suis venu seul. Où sont passés les membres de votre famille? Là, c'est triste parce que dans les événements, ma famille a perdu les membres ou proches et 62 personnes. Je préfère qu'on en parle un peu plus tard, pour ne pas commencer l'émission sur cette atmosphère, sur cette note. Nous vous souhaitons la bienvenue sur les antennes de EDB News. Si vous nous rejoignez à l'instant, je rappelle que vous êtes en direct de EDB News. Vous écoutez une
plateforme spéciale consacrée à la commémoration des 23 ans du génocide rwandais. Pour appuyer, pour approfondir cette analyse et ses commentaires, nous sommes entourés d'un ensemble d'experts, d'un ensemble d'intervenants, des professeurs d'université, des leaders d'opinion et même des fils de nationalité rwandaise. La rédaction de EDB News vous accompagne à percevoir davantage ce qui s'est passé réellement de ce côté. Avant de prendre l'avis de nos intervenants, nous vous invitons à écouter le récit de ce génocide. Protectorat allemand à la fin du 19e siècle, puis colonie belge depuis 1916, le Rwanda accède à l'indépendance le 1er juillet 1962. À l'origine, il n'existe pas de distinction entre Tutsi et Hutu. Mais l'arrivée des Belges bouleverse les conceptions locales. En effet, les colons favorisent alors les Tutsis, considérés comme des Européens à la peau noire, alors que les Hutus sont vus comme des nègres bantous. Avec la chute de la monarchie Tutsi en décembre 1960, le pouvoir passe aux mains des Hutus, majoritaires à près de 85%. Les Hutus et les Tutsis qui tentent de résister sont assassinés et d'autres fuient en Ouganda. Depuis son coup d'État de 1973, le président Habyarimana repousse autant que possible le retour des exilés. En octobre 1990, le pays est envahi par un front patriotique rwandais en abrégé FPR, composé de Tutsis réfugiés en Ouganda. La guerre civile se conclut par un accord signé à Arusha en 1993. Le 6 avril 1994, à proximité de l'aéroport de Kigali, Juvenal Habyarimana, président rwandais Hutu au pouvoir depuis 1973, accompagné du président burundais Cyprien Taryamira, périssent dans un attentat contre l'avion qui les ramenait d'un sommet régional en Tanzanie. Cet attentat sert de prétexte au déclenchement des tueries qui éclatent le 7 avril 1994 dans la capitale Kigali dans le sud, l'est et le nord du pays. Ces tueries sont conduites par des extrémistes Hutus miliciens de l'ex-parti du président Habyarimana. La simultanéité, la violence et l'ampleur des massacres attestaient d'une planification de longue date. Des sources révèlent que la garde présidentielle et d'autres militaires de l'armée auraient donné des entraînements militaires aux milices Interahamwe et Impuzamongambi pour leur apprendre comment tuer avec efficacité. Les massacres se poursuivent sans cesse, faisant entre avril et juillet 1994 près de 8000 victimes Tutsis et Hutus modérés. Ces miliciens faisaient fuir leurs victimes vers des refuges supposés églises, dispensaires, écoles, puis encerclant ces lieux devenus des abattoirs. Ce génocide qui va durer 100 jours alors que le combat oppose les forces gouvernementales aux insurgés, un plan d'élimination est mis en place. Le massacre commence le 7 avril à Kigali et s'étend une dizaine de jours sur l'étendue du territoire rwandais. Les forces armées insurgées s'en sortent victorieuses du combat qui les oppose aux forces gouvernementales et le génocide cesse. Le bilan est lourd, de 500 000 à 800 000 victimes sur une population de 7,5 millions d'habitants. Ce génocide a provoqué 1,2 million de réfugiés vers les régions du Kivu, province frontalière située en RDC ex-Zaïre. Une hostilité anti-Tutsi s'est alors développée au Zaïre à cette époque. Ce mouvement rebelle a éclaté en 1996 au Kivu, déclenchant un conflit au Zaïre de 1996 à 1997. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda sont venus soutenir la rébellion zaïroise Tutsi pour faire partir Mobutu et installer Kabila. Une nouvelle rébellion Tutsi déclenchera donc un conflit des Grands Lacs en 1998 jusqu'en 2003 pour faire partir Kabila. 1 million d'habitants avec en moyenne 10 000 morts par jour, le génocide rwandais s'apparente à un des plus grands crimes du XXe siècle. Il est tristement célèbre par l'utilisation d'instruments rudimentaires, machettes, par des messages médias, avec en moyenne 10 000 morts par jour. Le génocide rwandais s'apparente à un des plus grands crimes du XXe siècle. Il est tristement célèbre par l'utilisation d'instruments rudimentaires, machettes, pour massacrer et le rôle joué par les médias dans l'exhortation au massacre. Il s'agit de la radio des 1000 collines. Bonne émission. Monsieur Ntabajina Emmanuel a écouté le récit de l'histoire du Rwanda. Vous avez l'impression que ce récit est relaté exactement, vous le retrouvez dans le Rwanda vrai que nous avons présenté. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur l'histoire du Rwanda? L'histoire du Rwanda
du Rwanda qu'on nous rencontre presque juste, mais c'est un peu truqué. Un peu truqué. Oui. En fait, l'histoire en elle-même, je crois qu'elle est vraie, mais le récit sur le génocide, vous estimez que c'est un récit qui est tronqué. Bon, Ce n'est pas un récit réel, ce n'est Oui. pas exactement tel que les faits sont déroulés au Rwanda, que des journalistes, que la communauté internationale ont relaté les faits au monde entier. Vous avez l'impression qu'il y a eu des rajouts et il y a eu des contre-vérités. il y a une exagération. Et d'abord, les massacres ont commencé le 6 avril. Le 6 avril, Parce qu'on a abattu l'avion présidentiel. C'était le 6 avril à 20h30. Et l'armée patriotique qui était à Kigali, et dans les bâtiments du CND, donc Conseil national de développement, c'est le Parlement, sont sortis et ils ont commencé à attaquer donc, à Kigali. Donc les massacres ont commencé le 6 avril. qui attaquait qui ou qui massacrait qui? Ici, qui massacre? Qui tue? Et après avoir abattu l'avion présidentiel, comme je venais de le souligner, Oh oui. FPR, de l'armée patriotique rwandaise, parce qu'il y avait un contingent et selon les accords, on avait envoyé à Kigali 600 000 hommes. Et 600 000 hommes. non, 600 en personnes, tenue. 600 personnes Oui. ont maintenu, Oui. qui devraient garder les autorités du FPR. Maintenant, après, Le FPR ici est le parti au pouvoir, bien entendu. oui, le parti au pouvoir aujourd'hui. Mais C'est le parti au pouvoir aujourd'hui. à l'époque, c'était des rebelles. Ce Oui. sont eux qui attaquaient le Rwanda. Maintenant, selon les accords, il y a les 600 personnes ont maintenu et qui sont venus un peu avant. Parce qu'on préparait la mise en place du gouvernement à base élargie, y compris aussi le FPR. Donc les militaires sont venus un peu avant. Après avoir abattu l'avion présidentiel, ces militaires qui étaient au Parlement du Rwanda sont sortis, ils étaient dans l'enceinte de la capitale. Est-ce qu'il est Kigali. important de rappeler que la plupart de ces militaires étaient de la souche Hutu? Non, c'était les... Un mélange. Non, Hutu et c'est- Tutsi. Non, c'était les Robert Tutsi. Qu'est-ce que vous entendez par Robert Tutsi? Ce sont eux qui ont attaqué le Rwanda à partir d'Ouganda. Ce sont eux que vous appelez également des rebelles. Oui, les Robert. Les rebelles Tutsi. Ils étaient les Robert. Ils sortaient hors du Rwanda. Oui. Ils venaient hors du Rwanda. Ils ont infiltré la frontière après le crash, si vous voulez, de l'avion du président. Ils se sont saisis, n'est-ce pas, de cet attentat, de ce coup d'État-là. Là, je rappelle que la guerre a commencé le 1er octobre 1990. 1990, Oui. c'est-à-dire Donc 4 ans avant. Et ils occupaient maintenant un territoire du nord du Rwanda. oui, Il y a un territoire qu'ils occupaient. Maintenant, selon les accords d'Arusha, il y a les militaires, les 600 militaires du FPR qu'on a envoyés à Kigali qui devraient garder les autorités du FPR. oui. Ce sont ces militaires alors qui sont sortis après que l'attentat venait d'avoir lieu, qui sont sortis, qui ont commencé maintenant à tirer sur la population. Oui. Donc les massacres ont commencé le 6 avril, ce n'est pas le 7 avril comme l'éditorialiste venait de le souligner. D'accord, on comprend que l'éditorialiste se situe donc dans ce que vous appelez l'opinion, le commentaire de l'opinion de la communauté internationale. Est-ce que, lorsque vous élucidez les causes de ce génocide rwandais, est-ce qu'on peut estimer que l'avion du chef de l'État, Habyarimana, est abattu juste pour des visées politiques? Il faut renverser le système en place. Les Hutus renversent le système en place pour prendre le pouvoir. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? D'abord, ce sont les Hutus qui étaient au pouvoir. Ce sont les Hutus qui sont au pouvoir, bien entendu. Qui étaient au pouvoir. Maintenant, l'avion est abattu. Ce sont les Tutsis qui infiltrent le Rwanda. Bon, Les rebelles Tutsis qui infiltrent le territoire rwandais. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. quand vous dites que les rebelles infiltrent le territoire rwandais, Oui. bon, pour moi, je comprends qu'ils étaient déjà là.
Ce n'est pas l'infiltration qu'ils ont fait pour arriver à Kigali. Ils sont arrivés à Kigali, c'est des accords. Oui. Maintenant, pour savoir qui a abattu l'avion présidentiel, on essaie de voir qui avait intérêt à la mort du président Abiyarimana. Je crois que si le président Abiyarimana n'était pas mort, il n'y aurait pas eu massacre. Il n'y aurait pas eu génocide, si vous voulez. Il n'y aurait pas eu de massacre. Et aussi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Kagame devrait être au pouvoir. Bon, on pourrait peut-être comprendre que c'est de bonnes causes, ou alors de bonnes guerres, si vous voulez. Bon, malheureusement, pour Kagame, pour les Rwandais, sans évoquer cet aspect, bien entendu. Pour la majorité des Rwandais, on se demande, parce que j'étais au Rwanda, le 6 avril 1994, oui. Dans l'attentat qui a coûté des chefs d'État en fonction. Parce qu'à part le président Abiyarimana Juvenal, il y avait aussi le président Cyprien Ntaryamira du Burundi. Les deux présidents en fonction. Mais malheureusement, il y a eu génocide. Il y a eu génocide qu'au Rwanda et non au Burundi, qui a subi les mêmes faits. Donc, deux chefs d'État en fonction meurent dans un attentat. La communauté internationale n'a jamais créé une commission d'enquête pour voir exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Une année plus tard, je crois, le premier ministre libanais, Yitzhak Rabin, est décédé suite à un attentat. L'ONU a créé une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Mais comment on n'a pas fait ça pour des chefs d'État africains qui étaient au pouvoir? C'est une question qui reste. D'interrogation. Nous essaierons de trouver des éléments de réponse dans nos prochaines émissions, spéciales bien entendu, à la question aussi pertinente que vous posez. Je vais prendre M. Babazi pour continuer d'élucider les possibles causes de ce génocide du côté du Rwanda. Qu'est-ce qui peut se cacher? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tels massacres sur un territoire, sur des peuples comme c'est le Rwanda? Il faut déjà peut-être rappeler tout de même que vous êtes constitué, le peuple rwandais est composé pratiquement de deux tribus ici. Vous parlez des Bagogwe, qui sont les Tutsis, et en face vous avez les Hutus. Est-ce que ça peut être l'une des principales causes d'avoir deux tribus dans un pays? Non, je me dis que ce n'est pas l'une des principales causes, puisqu'il y a d'autres pays qui peuvent avoir aussi des tribus. Je me dis que l'histoire, il y a d'abord un problème d'histoire du Rwanda qui est interprété de plusieurs manières, puisque un tribu a sa façon d'interpréter l'histoire du Rwanda. Chacun donne sa version, ce qui l'arrange si vous voulez. Ce qui l'arrange. Et aussi, il y a l'histoire, il y a aussi les colonisateurs qui avaient aussi écrit selon les manières, et comme on a suivi aussi, qui sont venus accentuer ces problèmes des ethnies au pays. Mais je me dis que l'histoire du Rwanda, pour arriver à ces massacres, les Rwandais se sont retrouvés dans un problème géopolitique et géostratégique qui les dépassait, qui n'était pas à leur hauteur. C'est-à-dire, ils ont été les pions des grandes puissances qui voulaient jouer sur le damier, damier des intérêts rwandais. Le damier des intérêts rwandais, puisque quand vous allez voir, quand vous faites une analyse profonde, vous voyez qu'en fait, les Rwandais vivaient toujours sans problème entre eux. C'est-à-dire Hutu et Tutsi. Hutu et Tutsi. Vous vous mariez d'ailleurs? Oui, ils se mariaient entre eux. Mais il y a aussi un problème, puisque l'histoire qu'on nous a enseignée et l'histoire que nos parents, nos grands-pères nous ont enseignée, ils nous disaient que dans l'époque coloniale, les Hutus étaient considérés comme les esclaves. C'était les esclaves des Tutsis, et les Tutsis qui étaient des monarques. Donc, mais il y avait aussi d'autres principautés Hutus. Il y avait le royaume Hutu que les Tutsis n'arrivaient pas à occuper. Et ils ont commencé à occuper ces territoires à l'arrivée des Blancs, puisque quand les Blancs sont arrivés, ils ont vu que la monarchie Tutsi était bien organisée. Donc, ils les ont considérés comme à peu près les peuples supérieurs aux autres. Et
Après cela, maintenant, il y a eu ces conflits déjà. Il y avait déjà les conflits, il y avait l'esclave et aussi les nobles des aristocrates et Tutsis. Rappelez que les nobles étaient les Tutsis. Les nobles étaient les Tutsis. Malgré qu'il y avait d'autres régions, il y avait les principautés Hutus. Donc, déjà, les Blancs ont accentué ça en venant, en montrant comme que ça, c'est les peuples intelligents, plus que les autres, ainsi de suite. Qui était considéré comme peuple intelligent ici? C'était les Tutsis, les monarques Tutsis. Donc, il y a eu déjà ces problèmes. Quand il y a eu ces problèmes, en 1959, il y a eu une révolution. Et donc, la révolution a commencé en 1959 et puis en 1960-62, le Rwanda est devenu république rwandaise, ce n'était plus la monarchie. Ça veut dire ceux qui étaient maintenant les esclaves, puisque c'était les majoritaires, ils ont gagné les élections. Donc il y a eu une révolution sociale. Cette révolution sociale maintenant, les autres n'ont pas accepté. Les Tutsis? Les Tutsis n'ont pas accepté, non, ils étaient les monarques. Il y a ceux qui ont fui vers l'extérieur et les autres qui ont accepté de cohabiter toujours avec les esclaves qui étaient devenus maîtres. Mais la question aussi que là on va se poser de savoir si cette révolution a été bien négociée dans un pays, là il y a des tribus. Des tribus, un était loi, l'autre était esclave. Donc la question qu'on se pose, moi je me dis, je rentre dans l'histoire, oui. Je regarde, est-ce que cette révolution de 1959, tout ça, et la révolution sociale, est-ce qu'elle a été bien négociée? Puisque si c'était bien négocié, il ne devait pas avoir les fidèles étrangers et pour le moment, on ne devait pas avoir tous ces massacres après. Donc ça, c'est la première question que je me pose. Maintenant, il y a eu en 1973, le président Habyarimana a fait un coup d'État militaire. Ce qui était de la révolution sociale est devenu une révolution morale. Après la révolution morale, lui, il a voulu unifier tout le monde. Donc, vous voulez nous faire comprendre que M. Habyarimana, le président Habyarimana, arrive au pouvoir par coup d'État lui-même? Oui, il est arrivé à coup d'État par lui-même, puisque le Rwanda, à cette période, il a été dans une crise, oui. Toujours une crise ethnique. Puisque à côté au Burundi aussi, il y avait ces problèmes de tueries, ainsi de suite. Donc, le président Habyarimana, il arrive au pouvoir par un coup d'État. Donc, ce qui était maintenant révolution sociale devient une révolution morale. Pour lui, il vient dire que non, c'est-à-dire, il a fait oublier les causes de la révolution de 1959. Il a inculqué à la population une autre mouvance, c'est-à-dire de cohabitation avec tout le monde. Même avant, il y avait, vous comprenez? Oui. Mais comme on a suivi dans quelques reportages ici, là, on a dit que après la révolution en 1962, les Tutsis étaient considérés comme les peuples de seconde zone. Et là, vous pensez que c'est faux? Je n'étais pas encore né à ces périodes. Mais que vous ont dit vos parents? Mais nos parents ne nous ont jamais raconté cela. Et pourquoi considérez-vous que cela est faux? Non, je n'ai pas dit que c'est faux. Le problème que je vous ai dit, c'est que chaque peuple a son propre histoire. Oui. Si vous allez rencontrer un Hutu, il va vous raconter son histoire. Un Tutsi aussi va vous raconter son histoire. Nous n'arrivons pas à comprendre que des peuples, comme vous l'avez fait observer tout à l'heure, qu'il y a eu des approches de sensibilisation pour unifier les deux peuples, pour les mettre ensemble. Aujourd'hui, on pourrait peut-être constater avant ce génocide, et même actuellement, que les Hutus se marient aux Tutsis. Comment comprendre de ce que cette division continue d'avoir... C'est pour ça que je vous ai dit, ces divisions-là, c'est les politiques, c'est les politiciens. Les puissances occidentales, vous avez dit. Il y a d'abord les politiciens internes avant d'aller dans les puissances occidentales. C'est-à-dire les politiciens internes utilisent les tribus comme un moyen maintenant d'arriver à leur fin. Mais au fond, quand vous allez entre la population elle-même, vous allez constater qu'ils n'ont pas de problème.
ils vivaient en cohabitation, ainsi de suite. Alors, entre autres causes, Monsieur Mbabazi, avec votre permission, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que Monsieur Habyarimana, qui arrive au pouvoir, va privilégier aussi sa souche dans les Hutus, ce qui va certainement désabuser, ce qui va certainement révolter le peuple Tutsi et conduire maintenant à un coup d'État pour revenir au pouvoir. Non, là, c'est plutôt, il a fait le contraire. Oui. Puisque en 1900, quand il y a eu la révolution sociale, la majorité était les Hutus. Ils ont pris le pouvoir. Tous les gouvernements, il y avait les Hutus dedans. À l'époque d'Habyarimana. Non, à l'époque, premier président du Rwanda. Du Rwanda. Oui, Kayibanda. Qui fut aussi Hutu. Oui, il était Hutu. Puisqu'il y a eu une révolution sociale, les peuples majoritaires, ils étaient 85%, ils ont gagné. Quand ils ont gagné maintenant, c'était comme une revanche contre les Tutsis. Les Tutsis. Vous comprenez? Oui. Donc, Habyarimana, lui, quand il est arrivé, il a fait une révolution morale, pas une révolution sociale comme à l'époque. C'est-à-dire, il est venu, il a voulu unifier tout un peuple. Et ce qui était maintenant, il a commencé, si vous allez voir, les Tutsis étaient bien installés à l'époque de Habyarimana, puisque tout le commerce, c'est-à-dire les entrées, les impôts, l'export, c'était les Tutsis qui occupaient ça, les banques, c'était les Tutsis qui occupaient ça, l'hydrocarbure, c'était les Tutsis qui occupaient ça, puisque lui, il avait une autre vision des choses. Il voulait unifier tout le monde. Et c'est ça même qui a fait que souvent Habyarimana avait un problème avec ses propres frères. Ses propres frères. Hutu. Ses propres frères Hutu, puisqu'on disait que lui, il a fait oublier la révolution sociale de 1959 à la nouvelle génération qui arrivait. Lui, il a fait, dont on lui reprochait il faisait le culte de la personnalité au lieu de mettre en valeur les idées de la révolution sociale de 1959. Donc, en 1990, la guerre éclate et les Tutsis qui étaient à l'étranger, ils se sont appuyés avec quelques Hutus des opposants qui avaient fui à Habyarimana. Ils ont attaqué le Rwanda. Mais quand ils ont attaqué le Rwanda, c'est parce que déjà le Rwanda était en période de négociation pour que tous les peuples qui se trouvent à l'étranger puissent rentrer au pays, ou bien même les pays d'accueil puissent leur donner la nationalité. Vous comprenez? Nous comprenons. Oui. À cette période-là, en 1990, la guerre a éclaté. Et maintenant, Habyarimana est tombé dans un piège, puisqu'avec la conférence de Bâle, quand François Mitterrand a imposé les pays africains à accéder à la démocratie, lui maintenant, en période de les pays en guerre, il accepte la démocratie. Oh, c'est quelque chose, ça ne peut pas immédiatement donner. Déjà, le peuple vient de découvrir ce qu'on appelle la démocratie. Quand il vient de découvrir la démocratie, entre-temps, il y a les gens qui sont en train d'attaquer le pays, aussi qui disent qu'ils veulent rentrer chez eux. Donc, il n'a pas pu manager ces problèmes. Puisque c'est comme je vous dis, il y a eu un problème géopolitique et géostratégique au Rwanda. Puisque vous allez voir, ceux qui ont attaqué le pays, ils étaient soutenus par les anglo-saxons, tandis que le pays, dans la sous-région, oui. Quand je dis la sous-région, oui. C'était les Français qui étaient dans la sous-région. Vous comprenez? La RDC, le Burundi, le Rwanda, ainsi de suite. Merci beaucoup. Nous allons revenir à vous tout à l'heure pour évoquer quelques conséquences néfastes de ce génocide en terre rwandaise. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y. J'aimerais qu'on essaye de ne pas trop entrer dans ces problèmes, puisque maintenant, nous sommes dans la phase de la réconciliation. Dans la phase de la réconciliation, et nous sommes pour le moment. Vous avez l'impression qu'elle a vraiment cours en terre rwandaise, la réconciliation? Non, ce n'est pas seulement en terre rwandaise. Et partout dans le monde. Dans le monde, nous sommes en phase de réconciliation, et puis nous sommes pour le moment au Rwanda, c'est une période de 3 mois de commémoration de ce génocide. Donc, c'est mieux qu'on n'ouvre pas la page des conséquences de ce génocide. C'est une page assez triste, une page noire pour le Rwanda.
Oui, même pour les Rwandais. Je reviens vers vous, Monsieur Tchatchour Russell. Vous êtes expert en gestion des crises. Vous avez regardé certainement avec l'œil des intellectuels et des leaders la situation rwandaise, notamment les causes telles qu'évoquées par nos panélistes et telles que récitées également par, retranscrites si vous voulez, par l'histoire. Il y a lieu quand même de s'arrêter et de s'interroger davantage sur ce qui pouvait conduire à un tel massacre dans un pays. Justement, M. Toby, j'ai écouté religieusement justement les copanélistes juste en face et je me rends compte qu'ils essaient de transcrire l'histoire telle qu'elle est. Et là, de mon point de vue géopolitique et justement géostratégique, tel que disait le panéliste, il est question de comprendre que si vous jetez un coup d'œil, vous verrez que en Afrique surtout, sans toutefois aller dans le monde, en Afrique surtout, quand vous avez un territoire qui est partagé par 2, à la limite 3 ethnies, il y a toujours ce petit hic. Ce hic-là est tout simplement dû à la guerre des pouvoirs. La guerre des pouvoirs. Et parce que c'est chaque ethnie qui voudrait venir au pouvoir. Exactement. Et vous allez encore constater, et là c'est partout dans le monde, que c'est toujours le petit nombre qui tient généralement le pouvoir. Et justement, le grand nombre se met justement à râler parce que c'est de l'illégalité, des inégalités. Des inégalités, justement. Et ajouter à ça, je vais introduire justement la notion de colonialisme. Il s'agit de la guerre des coloniales. La guerre coloniale, en fait. Vous allez vous rendre compte que à l'époque coloniale, il fallait avoir des territoires. Il fallait avoir des zones. Il fallait conquérir le monde. Exactement. Donc, ce qui fait qu'il y avait l'Afrique en particulier, tel qu'il a présenté justement, des zones où les Allemands étaient plus présents, plus présents justement, et où les Belges étaient plus présents. Il fallait absolument jouer sur la psychologie des populations et les mettre en avant. Vous vous rendez compte de façon aberrante comme ça, où on vous dit que des critères comme être plus brun, des critères comme quoi être physiquement présentable vous donnent droit à être l'ethnie supérieure. C'est des critères vraiment aberrants. Ça ne permet pas. Subjectif. Très subjectif. Albert Zambo, je voudrais que vous avez certainement un regard, un commentaire, une analyse à coller sur la situation rwandaise, les causes de ce génocide, les causes de cette situation qui reste d'actualité. Quoi qu'on veuille nous faire comprendre que du côté du Rwanda, il y a... On est en mode réconciliation. On est en mode réconciliation. Voilà. Ce que moi je pourrais dire en rapport avec le génocide rwandais, c'est que, comme le disaient les copanélistes en face, qui sont mieux placés pour nous raconter cette histoire, car ils l'ont pratiquement vécu, je voudrais juste ajouter que le Rwanda a hérité d'une longue histoire d'antagonisme entre les Hutus et les Tutsis. On sait, il y a eu un grand royaume Hutu, on le sait, et à une époque, quand il y avait ce grand royaume Hutu, les Tutsis étaient toujours considérés, la plupart du temps, étaient considérés comme ceux-là qui faisaient les menues tâches, les tâches les plus insignifiantes. Jusqu'à ce que, au début du XXe siècle, que les Allemands arrivent justement au Rwanda et qu'ils constatent que, en fait, l'ordre a été un peu renversé parce que selon les Allemands, les Tutsis étaient un peu plus intelligents et avaient des visages un peu plus avenants que les Hutus. Donc, les Allemands, eux, sont plutôt basés sur les Tutsis pour dire, en fait, nous avons rencontré là de véritables interlocuteurs. Chose que les Hutus, sûrement, n'ont pas accepté à cette période-là. Donc, maintenant, quand la Belgique, après la défaite des Allemands à la Première Guerre mondiale, quand les Allemands quittent le Rwanda, les Belges arrivent et s'alignent sur la vision allemande. Ils s'alignent sur la vision allemande et continuent à faire plus confiance aux Tutsis qu'ils considèrent également comme des êtres un peu supérieurs. Donc, les Belges, on peut dire, administrent le Rwanda avec les Tutsis jusqu'à une période où les Hutus, se sentant entre guillemets marginalisés, décident, ou alors les Tutsis plutôt, les Tutsis décident deviennent un peu plus gourmands et veulent l'indépendance. Quand les Tutsis veulent l'indépendance, les Belges se croient donc obligés de s'allier aux autres pour faire la guerre aux Tutsis qui, ma foi, commencent à avoir les yeux un peu plus gros, un peu plus grands que le ventre. Et à ce moment-là, les Tutsis prennent donc le pouvoir en 1960, après l'indépendance. Et les Tutsis ayant
ma foi, a subi quelques revers dans l'histoire avec les Allemands, qui ont préféré les Tutsis ou tout et tout. Quand les Tutsis arrivent, ils se décident donc d'essayer de mettre les Tutsis en quarantaine, de dire oui, enfin, c'est nous les maîtres et nous allons bien vous le faire sentir. C'est donc ce problème qu'on n'a jamais su arranger depuis. Vous savez bien, vous connaissez la maxime du maître et de l'esclave. Lorsque quelqu'un est longtemps opprimé, marginalisé, il se radicalise, il cherche les voies et moyens de sortir de cette oppression. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que le FPR, bon, on peut appeler le regroupement des Tutsis, on peut l'appeler comme ça, se radicalise et disent nous avons assez supporté, il faut que nous aussi nous ayons le pouvoir. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je crois que c'est l'une des raisons, si on interroge un peu l'histoire, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce génocide a eu lieu. En fait, c'est ce que moi je pourrais dire à propos de tout cela. Merci beaucoup. Je crois que nous allons, avec votre permission, prendre l'avis de quelques historiens, quelques politologues. Nous avons rencontré le docteur Meignet dans les couloirs de l'université de Yaoundé 2 et Soa. Il est historien et politologue. Il porte son regard sur le génocide rwandais. Adrien Meignet, bonjour. Voilà, du mois d'avril au mois de juin 1994, le Rwanda a connu l'un des génocides les plus sanglants au monde. Pensez-vous que dans l'histoire et même dans la composition sociologique de ce pays, de cet État de l'Afrique de l'Est, on pouvait prévoir cet événement? Je pense qu'en rentrant déjà dans l'histoire, on va se rendre compte que les pays ayant été colonisés par la Belgique ont connu de fâcheux précédents. Vous savez, le cas de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque le Zaïre, le cas du Burundi, pays limitrophe au Rwanda, et le cas du Rwanda, sur lequel on va s'appesantir ici. Donc, je pense que l'une des raisons historiques des génocides de 1994 part d'abord du principe de colonisation mal assimilé. Et nous allons dire avec René Dumont qu'il annonçait déjà au début des années 60, l'Afrique était mal partie. L'Afrique était mal partie pourquoi? Parce que le processus de décolonisation n'avait pas été minutieusement préparé. Déjà, vous savez que le Rwanda compte deux ennemis essentiellement. Les Hutus qui sont 85% de la population et les Tutsis qui représentent 15% de la population. Mais paradoxalement, les deux ennemis ont toujours connu des différends assez profonds dans leur histoire. Différents qui ont amené à avoir certains conflits ouverts, pas de la même nature que celui que nous avons connu en 1994, mais il y a eu un certain nombre de conflits post-indépendance qui ont permis de constater qu'il y avait une très grande différence dans les comportements, dans les attitudes, dans la volonté. Il y avait comme un frein à la volonté du vouloir vivre ensemble. Parce que quand vous regardez de très près, les Hutus et les Tutsis n'ont jamais manifesté la volonté du vouloir vivre ensemble. Alors, après le départ du colonisateur, au début des années 60-70, les Hutus, naturellement, constituant la majeure partie de la population, ont conquis le pouvoir. Et cette conquête de pouvoir a plutôt contribué à les radicaliser de plus en plus par rapport aux Tutsis qu'ils considéraient comme des esclaves. Alors, lorsque le président Habyarimana accède au pouvoir à la suite d'un coup d'État, il est malheureusement très rapidement pris dans les taux des conservateurs de l'aile Hutu qui estiment que les Tutsis n'ont pas droit d'accès au chapitre du pouvoir. Conséquence, cette radicalisation des Hutus va pousser également les Tutsis se sentant marginalisés à faire front autour d'un objectif commun qui était celui de conquérir le pouvoir par les armes. C'est donc cette fâcheuse situation qui va commencer à créer un climat de conflit, un climat d'adversité, un climat d'affrontement permanent qui débouchera sur les accords d'Arusha en 1994. Et vous savez que les accords d'Arusha étaient censés mettre fin aux rivalités entre les Hutus et les Tutsis parce que le président Kagame avait déjà pris la tête d'une rébellion armée qui s'opposait, qui était dans les collines à la frontière avec la République démocratique du Congo et qui avait commencé à s'opposer par les armes au pouvoir central d'Habyarimana. Et ce pouvoir central d'Habyarimana était d'autant plus fragilisé qu'il avait perdu la confiance de l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire la Belgique. Conséquence, lorsqu'on signe les accords d'Arusha, censés parvenir à un consensus ouvrant des négociations directes entre les Hutus et les Tutsis, permettant le partage du pouvoir, malheureusement au retour d'Arusha, vous savez ce qui s'est passé avec le crash de l'avion, ayant à son bord les présidents burundais et rwandais. Et je me rappelle toujours de cette phrase du président Ali Hassan Mwinyi, président tanzanien, vous savez qu'Arusha ça se trouve en Tanzanie, qui lorsqu'il accompagne les deux présidents bas de la passerelle, avait dit en langue
Swahili, il y a des voyages sans retour. Et c'est l'un des ministres rwandais qui n'avait pas pris place à bord de cet avion, qui avait suivi cette déclaration du président Ali Hassan Muni au bas de la passerelle. Sur le coup, il n'avait pas compris, mais après le crash, avait compris que ce crash avait été minutieusement préparé par des mains étrangères. Je précise bien le terme main étrangère, parce que jusqu'à présent, on n'a pas pu établir véritablement qui est l'auteur de ce missile qui avait abattu l'avion ayant à son bord les deux présidents rwandais et burundais. Donc, c'est ce crash qui va déboucher sur le fameux génocide du 6 avril 1914. Vous savez, on nous a dit, on a parlé de 800 000 morts, mais c'était largement supérieur à ce nombre-là, et nous sommes arrivés au résultat qu'on a connu. Mais pour me résumer, je dirais qu'il y a une raison historique dans l'affaire, parce que depuis avant la période d'indépendance, les Hutus et les Tutsis n'ont jamais pu développer le vouloir vivre ensemble. Chose que, bizarrement, les centaines d'ethnies et tribus qui sont au Cameroun réussissent à mieux développer malgré leur nombre impressionnant. Alors, Adrien Meunier, vous, en tant que politologue et historien, est-ce que vous pouvez faire une analyse de tout ce qui s'est passé au Rwanda en 1994? Bon, je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirais que le génocide du Rwanda de 1994 avait été un génocide planifié. Parce que, à peine l'avion du président Habyarimana crachait, dès le lendemain, la guerre était totale. La guerre civile était totale. Donc, vous avez vu, ça veut dire qu'il y a deux camps qui se préparaient déjà à cette hostilité ouverte. D'un côté, les conservateurs extrémistes Hutus, qui étaient tout autour du président Habyarimana, et de l'autre côté, l'aile dure des Tutsis, dirigée par le président Paul Kagame, qui aura finalement gain de cause. Bon, mais s'il fallait faire une analyse de la situation, j'ai bien peur de penser, peut-être certains ne comprendront pas pourquoi je prendrai cette transversale-là. Je crois que le génocide du Rwanda a été un mal pour un bien. Je le dis pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, le Rwanda, avec à sa tête Paul Kagame, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime, le Rwanda aujourd'hui est un pays qui a une vision, est un pays qui sait où il va, est un pays prospère, est un pays qui se développe à grande échelle, est un pays qui commence à faire la fierté du peuple africain. Parce que quand vous faites un tour du côté du Rwanda, beaucoup vous diront, on ne voit pas ceci au Rwanda, on ne fait pas ceci au Rwanda. C'est un pays d'une discipline de fer. C'est un pays, les adversaires de Kagame me diront, oui, mais c'est un pays qui manque de démocratie véritable. Je suis d'accord. Mais moi, je suis partisan de pouvoir dictatorial. Parce que le pouvoir centralisé est fort à l'avantage d'avoir à sa tête un dictateur qui a une vision, qui a un projet pour son pays et qui mène son pays vers un objectif à atteindre. Et quand vous voyez le Rwanda d'aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui va très vite vers l'émergence, est un pays qui va très vite vers le développement de tout son potentiel économique, malgré son exiguïté et sa non-ouverture sur la mer. Mais le Rwanda est un pays qui avance et d'ici 10-15 ans fera certainement la fierté et la référence des Africains. Alors, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger, voyant tout ce développement, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le fait que des milliers de Rwandais à travers le monde continuent de refuser de rentrer au Rwanda? Pourquoi? À quoi est-ce que cela est dû? Mais, mon cher ami, le génocide c'est un traumatisme. Les Rwandais ont été traumatisés. Quand vous voyez le film Hôtel Rwanda, je connais votre niveau de culture, vous l'avez certainement vu. Quand vous sortez de ce film, vous-même, étant Camerounais, n'étant même pas Rwandais, vous êtes apeuré, vous êtes traumatisé. Tous ces corps qui jonchaient les rues, tous ces cerveaux qui jonchaient les rues, tous ces parties découpées, mutilées qui jonchaient les rues de Kigali et de toutes les autres villes du Rwanda, ça traumatise. Ça traumatise. Je connais beaucoup de Rwandais qui sont au Cameroun, par exemple, qui ne sont pas prêts de sitôt à rentrer là-bas parce que les images choquantes et traumatisantes ne s'effacent pas rapidement de la mémoire. Donc c'est des images qui vont porter à jamais dans leur mémoire. Mais seulement si on veut continuer à vivre ensemble, si on veut continuer à se sentir rwandais, il n'y a pas de choix. Il faut effacer, pardonner et repartir vers des bases nouvelles. Ça prendra du temps, ce sera difficile, mais il faudrait que tous les Rwandais arrivent à accepter de repartir sur des nouvelles bases saines dans leur pays qui est le Rwanda, avec leur capitale Kigali. Adrien Meunier, merci. Je vous remercie. Un bonjour particulier à Toby Akangana et je profite de l'occasion pour lui dire qu'un de ces 4 matins, je serai l'un de ses invités au plateau de Sarah. Merci. Mesdames et messieurs, vous écoutez l'émission Sur les traces de l'histoire, édition spéciale consacrée à la commémoration des 23 ans du génocide rwandais. Il faudrait vous signifier que nous avons, avec la participation de toute la rédaction de notre chaîne de radio, notre jeune chaîne de radiodiffusion, consacrée à un ensemble d'énergie, une grande énergie si vous voulez, à mettre main sur ces intervenants. Il y en a qui sont de nationalité rwandaise et il y en a bien sûr qui nous viennent de part et d'autre du Cameroun, des leaders d'opinion et des prescripteurs d'opinion. Nous venons d'écouter là le docteur Adrien Meunier qui a été rencontré dans les couloirs de l'université de Yaoundé 2 SOA par notre reporter Albert Zambo. Alors, je reviens à vous, monsieur Mbabazi, aussi de façon spontanée sur l'intervention de Dr Adrien, qui présente d'ailleurs le Rwanda aujourd'hui comme étant une terre prospère, comme étant un pays qui fait la convoitise, qui attire les touristes, qui attire les regards du monde entier.
Le docteur Meignet semble plutôt nous faire voir le Rwanda comme étant un pays exemplaire. Est-ce qu'on peut saluer tout au moins l'exploit, si on peut le dire ainsi, de M. Kagame, président du Rwanda actuel? Je voudrais d'abord vous remercier et remercier aussi le docteur Meignet Adrien, qui est un grand frère à moi, qu'on cause souvent. Mais il a bien parlé de l'histoire du Rwanda. Il a bien vraiment développé ça. Mais c'est à la fin qu'on ne peut pas s'entendre. Qu'est-ce qui vous a frustré? Ce qui m'a frustré, c'est quand il a entré de la façon qu'il a présenté le pouvoir en place, le pays émergent, ainsi de suite. Moi, je ne fais pas la politique, je ne fais qu'analyser seulement. C'est que vous voyez, c'est ce que je vois, puisque déjà ici au Cameroun, quand on est réfugié... Vous avez l'impression que le Rwanda n'est pas un pays prospère actuellement? Oui. Qu'est-ce qu'on appelle un pays prospère et qu'est-ce qu'on appelle un pays émergent? Puisqu'on doit analyser. Oui. Moi, j'appelle ça du néocolonialisme des médias. C'est-à-dire, quand M. Meignet, le docteur Meignet Adrien, a analysé l'histoire, c'était OK. Mais maintenant, sur le plan économique et sur le plan social du Rwanda, maintenant, je ne suis pas d'accord avec lui. Il a dit oui, quand on parle là-bas, le pays est bien développé, ou bien ceci, cela, que le Rwanda a une vision de 2020, on ne refuse pas ça. Mais il faut comprendre une chose. Qu'est-ce qu'un pays émergent? Un pays émergent, c'est quand il y a l'autosuffisance alimentaire. Et vous avez l'impression que ce n'est pas le cas au Rwanda? Mais regardez les statistiques qui sont sorties des Nations Unies. On va vous dire que 40% de la population vivent au sein de la pauvreté. Et quand on dit c'est de la pauvreté, c'est combien de dollars? C'est peut-être 1,5 $ par jour. Est-ce que ce n'est pas aussi un regard, une analyse économique ou alors des jeux stratèges des puissances occidentales pour faire tomber Kagame? Non, ce n'est pas une analyse, puisque c'est les grandes puissances qui le soutiennent. Quand maintenant on est en train de parler que c'est un pays émergent, moi je ne suis pas d'accord. Alors analysons si d'abord on commence par l'Afrique. Regardez un pays comme... Il a parlé de nouvelles technologies. 1940, pour créer une société comme... Pour avoir des satellites de communication. Puisque l'Afrique, il dépensait 5 sans compter les exponentielles que le peuple africain endossait. Et puis maintenant, on avait dit aux peuples africains qu'il faut avoir au moins 400 millions immédiatement pour avoir le satellite de télécommunication. L'initiative de Kadhafi que vous avez évoquée tout à l'heure. Kadhafi, en 2006, il a débloqué 300 millions. La BAD a débloqué 50 millions. Vous ne pas comprendre que le président Kagame n'a pas été consentant. Attendez un peu. Ce n'est pas que ceux qui n'ont pas été consentants, mais maintenant, à cause de Kadhafi, on a une satellite de communication. Vous n'allez jamais suivre dans des grandes écoles d'économie ou bien d'histoire nous parler de Kadhafi comme un modèle. Là, c'était sur le plan des télécommunications. Je veux comprendre le rapprochement avec le Rwanda. Oui, j'en arrive. On n'a jamais parlé de Kadhafi. Maintenant, alors, sur le plan économique. Regarde Kadhafi, il voulait mettre sur pied la banque d'investissement africain à Citre. Après, maintenant, il y a les fonds monétaires africains dotés de 42 milliards de dollars qu'il avait commencé déjà à mettre en place. Il y a la Banque centrale africaine qu'on devait mettre le monnaie unique pour Africains. S'il vous plaît, le FMI est devenu gendarme de l'Afrique à cause de 25 millions de dollars seulement. Kadhafi, lui, il avait multiplié par 2. Ça a fait 45 milliards de dollars. Ici même au Cameroun, la réunion s'est passée ici au Cameroun en décembre, je crois, 2007 ou bien 2010, quand les chefs d'État et les Européens voulaient entrer dans les fonds monétaires africains. Les chefs d'État africains ont été catégoriques, ils ont dit non. À cette période, ils ont compris que Kadhafi ne devait pas vivre. Vous comprenez? Mais vous n'allez, comme je dis toujours, vous n'allez jamais suivre Kadhafi dans les grandes écoles d'économie, partout, on ne va jamais parler. Oh, voilà ce qu'il a fait pour l'Afrique. Maintenant, un simple pays, le Rwanda, qui est 26 000 km², c'est-à-dire rien que la province du centre dépasse le Rwanda, le budget du Rwanda, 62%, c'est les aides étrangères. Vous avez vu le jour où le Rwanda a eu les problèmes
avec la LDC, quand on parlait du M23, on a fait un peu d'embargo sur le Rwanda. Un peu. Attendez. Oui, allez-y. On a fait un tout petit embargo sur le Rwanda. Le Rwanda s'est retrouvé dans le chaos. Vous comprenez? Quand le Rwanda s'est retrouvé dans le chaos, le président Kagame, il a instauré ce qu'on appelle Agachiro, c'est-à-dire en dignité, pour avoir les fonds pour venir soutenir l'État. Et puis maintenant, le Rwanda aussi a investi 400 millions dans les marchés pour une durée de 10 ans. Ça a donné le pourcentage de 6%, quand le Paraguay avait à 5%, le Venezuela, je crois, 9%. Mais si ça continuait, l'économie rwandaise devait tomber. Et quand on me parle qu'un pays émergent, c'est quand vous avez déjà les fonds pour aboutir là, dans la vision là où vous êtes en train d'aller. Si les nouvelles technologies, on n'a pas refusé, le Rwanda est en train d'évoluer. C'est parmi les meilleurs premiers pays en Afrique, ainsi de suite. Là où les nouvelles technologies avancent. Et grâce aussi à, comme le docteur Menya Adria dit, grâce au dynamisme du président Kagame qu'on appelle président numérique. Mais il faut ne pas oublier, la Bella avait dit que science sans conscience n'est que l'huile de l'âme. Et c'est ça qu'on observe au Rwanda. Le pays évolue très rapidement sur le plan économique et de nouvelles technologies, mais on oublie que la majorité de la population vit à base de l'agriculture. L'agriculture, oui. Vivent à base de l'agriculture. Oh, maintenant, le Rwanda est en train d'aller vers l'économie des services, c'est-à-dire le tourisme et puis les nouvelles technologies. Mais combien déjà utilisent ces nouvelles technologies alors que 90% vivent de l'agriculture. Et il y a une réforme dans l'agriculture qui n'arrive pas à marcher au Rwanda. Je commence à découvrir pourquoi vous avez évoqué la géostratégie et la géopolitique, questionnant ainsi le système rwandais actuel. Vous estimez qu'il faudrait revoir la gouvernance rwandaise, il faudrait revoir la vision du Rwanda pour sortir le pays du chaos. Alors, vous classez le Rwanda aujourd'hui parmi les pays les plus endettés, très pauvres et très endettés. Vous estimez? Très pauvre, très endetté, non? Oui, très pauvre. Très pauvre. Est-ce que ce n'est pas le regard d'un critique, le regard d'un opposant? Non, je ne suis pas opposant en tant que tel. Je vous ai dit que je ne fais pas la politique. J'analyse seulement. Succinctement, objectivement. Oui, c'est objectif. On analyse et je vous montre tous les détails. C'est vrai que vous êtes en train de nous êtes en train de nous amener quelque part sur la structure, la posture économique actuelle du Rwanda. J'ai bien voulu, avant d'aborder cet aspect de la question, qu'on survole les conséquences, que vous avez également balayé du revers de la main. Vous avez estimé qu'on pourrait ouvrir à nouveau des blessures qui n'ont pas encore véritablement cicatrisé. Mais quand même, en quelques mots, Monsieur Mbabazi, on ne saurait effacer l'histoire. Les faits sont têtus. La réalité, là, elle est poignante. Les Rwandais considèrent aujourd'hui comme des réfugiés, souffrent à travers le monde. Il est presque impossible pour eux de retourner sur leur terre natale. Vrai ou faux? C'est vrai, mais là je vais vous dire une chose. Il y a, je crois, c'est le Martin Luther King qui avait dit qu'on doit apprendre à vivre ensemble, sinon nous périrons tous comme des idiots. Vous comprenez? Je me dis que le Rwanda et les Rwandais sont dans un passage. Mais ça n'a que trop duré, 23 ans. Ça n'a pas trop duré. C'est dans un passage. Et vous parlez de 23 ans. Vous oubliez qu'après 1994, il y a eu la guerre au Zaïre en 1996. Dans la guerre en 1996, les réfugiés rwandais qui étaient là-bas, ils ont marché à pied de 1996 jusqu'à 1998 pour arriver au Congo, pour arriver en LCA, pour arriver au Congo, en Angola. Mon monsieur Emmanuel vous a parlé comment il a marché à pied pour arriver là-bas. Il y a le rapport des Nations Unies qui est sorti en 2010, qu'on appelle le mapping de 2010 des Nations Unies, qui montre comment les peuples rwandais ont été massacrés dans ces forêts, ainsi de suite. Quand on parle du peuple rwandais qui a été massacré, on parle des Hutus.
spécifiquement. Là, on parle des Hutus qui ont été massacrés dans ces forêts équatoriales. Nos familles ont péri là-bas. Et ça veut dire que, comme je vous ai dit, que le Rwanda, il y aura la réconciliation, bien sûr, même maintenant, c'est en train de se dérouler. Mais chaque chose a son temps. Je me dis que les peuples rwandais... Vous voulez retourner dans votre pays, M. Mbabazi? Mais bien sûr. Vous comptez y retourner? Oui, bien sûr, je dois retourner dans mon pays. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire actuellement? Non, pour le moment, je ne peux pas évoquer ça. Il y a encore des barrières, vous voulez nous faire observer? Il y a encore des barrières, mais le moment venu, on va rentrer. Nous, on a fait déjà seulement 23 ans. Kagame, et le président Kagame et les autres qui sont au pouvoir, ils ont fait combien d'années au pouvoir? Ils ont à l'extérieur. Ils ont fait 30 ans à l'extérieur avant de pouvoir rentrer. Vous comprenez? Il y avait ceux qui, à l'époque, ceux qui décidaient de rentrer, d'autres qui ne décidaient pas de rentrer. Quand ils revenaient en terre rwandaise, quel est le sort qui leur était réservé? Ceux qui étaient réfugiés, exilés? Non, ceux qui étaient exilés, dans quelle époque? À l'époque, avant Kagame, il y avait un président Kagame? Non, moi, ce que je sais qu'il n'y avait pas de problème. Les gens qui rentraient, on ne les mettait pas en prison. Et maintenant, pendant le règne de Kagame, un Hutu qui veut retourner au pays, quel est le sort qui lui est réservé? Là, ça dépend des circonstances. Vous avez des frères qui sont là-bas, vous avez certainement des témoignages. Je vous ai dit que ça dépend des circonstances. Oui. Et ça, c'est un point que je ne vais pas très sensible. Très sensible. Je préfère faire des analyses sur le plan social, sur l'économie, sur l'histoire. Mais quand on entre un peu là, c'est difficile d'évoquer l'économie tant qu'on n'a pas la sécurité sociale. Non, ça devient peu la politique et ainsi de suite. Et donc, je ne vais pas trop... D'accord, je reviens avec votre permission. Je vais prendre Emmanuel qui reste toujours sur le plateau. Ceux qui veulent nous entendre, qui viennent de nous rejoindre et en leur appelant, qui sont sur ADB News Radio. Monsieur, c'est vrai, on ne dit pas monsieur Emmanuel. Bon, Emmanuel est de nationalité rwandaise. Il se retrouve en terre camerounaise. Je l'évoque, Emmanuel, parce que nous qui sommes loin et qui avons regardé les images à travers des téléfilms, à travers des chaînes de télévision, écouter les reportages dans des chaînes de radio, on a une main posée sur le cœur quand on est en face d'un Rwandais, de ce quoi un Hutu. On parle avec beaucoup de compassion pour vous ressortir. Vous êtes mieux placé pour comprendre la dureté de cette épreuve, la lourdeur de cette épreuve, ce que les Hutus ont vécu. Vous aussi, vous préférez ne pas évoquer les conséquences de ce génocide. D'abord, avant de vous répondre à cette question, il y a une erreur que nous avons commise dès le début. Oui. On a continué à souligner que le Rwanda est constitué par des ethnies. Ce n'est pas vrai. Il y en a combien? C'est 3 ethnies. Il y a les Hutus. Il y a les Tutsis oui. et les Tois, les Pygmées. Oh, d'accord. On a oublié les Pygmées. Et ils doivent être très minoritaires, les Tois. Ils sont minoritaires, mais c'est le peuple rwandais. Donc on ne doit pas oublier le peuple. On en retrouve quand même au pouvoir. Il y a quelques Tois au pouvoir. Bon, à l'époque de M. Habyarimana. M. Habyarimana, il y avait un Pygmée qui avait pu faire les écoles secondaires. Non, on n'a jamais eu un membre du gouvernement. Non, il n'a jamais été. Vous comprenez donc? Bon, ça, on préfère ne pas évoquer. Mais sinon, on va survoler. Hein. On fait l'économie des conséquences du génocide. On sait que ça a été pathétique, ça a été dur, ça a été lourd pour les Rwandais. Mais quelle leçon, s'il fallait sortir de notre entretien d'aujourd'hui, quelle leçon faut-il garder, faut-il tirer de cette crise au Rwanda? La question du Rwanda dure, pourquoi? Parce qu'on n'a pas soigné le mal. On n'a pas soigné le mal. Quand on a créé le tribunal pénal international pour le Rwanda, l'un de ses objectifs, c'était la réconciliation. Or, ce qui a été fait, ça a été la justice du vainqueur sur le vaincu. Et ça fait 23 ans. On a compris, on a compris seulement un côté, les Tutsis, les Hutus. On n'a jamais entendu les Hutus. La communauté internationale n'a jamais donné l'occasion les Hutus pour s'exprimer réellement ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'il y a encore la plaie dans le cœur.
moi qui vous parle. Si vous parlez de J'ai plaie, vous parlez essayé de rentrer raclure. au Rwanda. Oui. J'ai essayé de rentrer au Rwanda parce que la vie était trop dure. Là, j'étais au Congo en 1997. Mais avant d'entrer au Rwanda, il y avait quelques proches de ma famille. Nous avons envoyé un enfant qui est petit pour voir si, arriver là-bas, s'il y a la sécurité, si on peut vivre chez vous. Chez nous. Arrivé là-bas, il n'a pas survécu. En 1997. 97. 3 ans Une plus tard. année plus tard, un oncle est rentré au Rwanda. Il n'a pas survécu. Comment alors aujourd'hui, moi, Emmanuel, je rentre au pays? Quel bouclier que j'ai qui va m'épargner à le sort que les membres de ma famille ont vécu? Vous en voulez à qui? Le pouvoir en place. Et à qui d'autre? La communauté internationale. Qui semble ne pas jouer son rôle. La communauté internationale n'a pas joué son rôle. Dans la guerre qui a mené Kabila au pouvoir, j'étais en RDC. J'ai vécu en direct les massacres. Les gouvernements du monde ancien ont gardé le silence pendant que l'armée rwandaise tuait les civils non armés. Je crois que, à ce qui s'est passé, ces gouvernements du monde ancien doivent faire quelque chose pour que la justice soit faite. Il n'y a pas de mots, Russell. Effectivement, Toby, il n'y a pas de mots. À entendre nos confrères africains, on est tout simplement désolé de voir une histoire qui racontait de la façon la plus crue possible, de savoir qu'elle n'a pas toujours été joyeuse pour nos frères rwandais. Mais je vais embrayer, puisqu'on échappe actuellement aux conséquences, étant donné qu'elles ne sont pas audibles, parce que, étant donné la crudité de ce qui s'est passé durant ce génocide, je vais embrayer en disant tantôt, en soulevant tantôt les éléments de gestion relatifs à ce type d'événement. Il est en fait question de comprendre, vous avez pu constater le mal-être actuel de mon copanéliste juste en face. Emmanuel. Exactement. Comme quoi il vous faisait comprendre que le mal-être existe encore. Le mal est profond. Il est profond. Et maintenant, des moyens sont généralement très souvent utilisés pour pouvoir résoudre ou alors atténuer au maximum. Quels sont les outils ou les moyens qu'on peut utiliser ici pour remédier à la situation justement au Rwanda? Ces moyens sont très souvent, du moins, aboutissent souvent à la réconciliation. Mais initialement, il y a ce qu'on appelle généralement la reconnaissance. Et pour arriver à cette reconnaissance, il faut d'abord identifier le mal. Et quand vous lisez l'ensemble des revues actuelles, vous vous rendez compte que des histoires, entre autres, divergent et d'autres convergent. Et là, il faut identifier le mal, pouvoir développer ce système de pardon. Vous avez l'impression que la confession n'a pas été faite. Parce que lorsque vous écoutez les Hutus vous disent que ce sont les Tutsis qui les massacraient. Et en face d'un Tutsi, c'est le contraire. Justement, concernant ce type de phénomène, il est important de savoir qu'on parle de double génocide. Le double génocide ici veut dire qu'on a le massacre dans un sens et dans l'autre. Vous avez pu comprendre, écouter les panélistes bien détailler cet aspect-là. Donc, je vais plus laisser ce côté-là et ne pas indexer qui massacrait qui, étant donné que des deux côtés, les tribunes ont perdu autant de personnes. La communauté internationale, l'ONU, les Nations Unies, la Belgique, la France auraient dû jouer avec le langage de la vérité, de la sincérité, en se mettant au milieu des deux. Exactement. Rendu à là où nous sommes actuellement, je n'ai pas préféré introduire toute l'histoire relative à l'intervention de la communauté internationale parce que tel que ça a été raconté, et tel que ça se vit et tel que les articles ont été publiés relatifs à ce génocide, vous ne pouvez qu'observer un manque d'engagement. Oui. Un manque d'engagement. Un manque de sincérité. Exactement, de la communauté internationale. Et là, ça pousse. Quel est l'intérêt pour la communauté internationale de jouer double jeu dans cette affaire? Il y a beaucoup de richesses au Rwanda. Vous voulez nous dire, Emmanuel? Il n'y a pas la richesse naturelle au Rwanda. Et
Rwanda, c'est un passage pour arriver à la richesse de la RDC. C'est un passage. Et les Occidentaux ont mis en place au Rwanda un régime qui les facilite d'arriver en RDC. Ce n'était pas le cas avec M. Abiyarimana. Ce n'était pas le cas. Un commentaire. C'est vrai que il est vrai que nous avons décidé de taire un peu ici le volet conséquences de ce génocide, mais nous savons tous ce que les gens ont vécu. Nous avons vu des images à la télé, des images horribles. Et parfois, j'ai pas envie de nous souvenir de ça. Ouais. Parce que c'était des souvenirs. Mais il faut que les générations actuelles regardent cela. Voilà, il faut bien que les générations actuelles regardent cela et qu'ils s'y inspirent. Oui. C'est vrai. Comme le disait Emmanuel, je pense que le processus de pardon n'a pas été mis en place. La réconciliation n'a pas été vraie. On ne peut pas changer un régime dont une partie du peuple se plaignait par un autre régime dont la partie qui était au régime il n'y a pas très longtemps continue de se plaindre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est juste en train de continuer à monter les peuples, un peuple contre un autre. Je pense que c'est pas ça la solution. Dans le cas d'espèce, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour réconcilier les deux peuples? Je me souviens encore de lorsque l'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid. J'ai aimé quelque chose qui s'est passé en Afrique. J'ai pas tout aimé. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Mais j'ai aimé quelque chose qui s'est passé en Afrique du Sud. C'était le fait qu'on crée une sorte de comité de pardon. J'ai aimé ça. Où des gens venaient dire que voilà ce que j'ai subi. Voilà ce que j'ai subi, j'ai perdu tant de personnes, j'ai été moi-même battu, j'ai été ceci, mais je préfère pardonner. Les gens le faisaient publiquement et les bourreaux d'hier et les opprimés d'aujourd'hui étaient tous dans la salle pour dire oui, nous acceptons notre histoire, nous acceptons tout ce qui s'est passé et nous acceptons de vivre ensemble et de nous pardonner. Je pense que peut-être que les autorités rwandaises ou alors la communauté internationale qui, à l'époque, avait soutenu l'Afrique du Sud dans ce mouvement, pourrait s'inspirer un tant soit peu de ce qui a été fait en Afrique du Sud pour que la grande blessure, la grosse entaille qui a été faite dans le peuple rwandais puisse au moins commencer à trouver un semblant de guérison. C'est le cas pour la RDC, le cas pour la Côte d'Ivoire, le cas pour la Libye, le cas pour le peuple africain dans tous les cas. Alors, vous ressortez, Russell, pour nous permettre de dire au revoir à nos invités. Vous vouliez ajouter? Exactement, je voulais ajouter quelque chose justement. En dehors du pardon, et justement, ce système-là, il est bon. Mais maintenant, ensuite, vous avez toujours constaté le mal-être. Il faut absolument que les besoins des populations soient écoutés et mis en pratique. Là, en ce moment-là, ça touche la politique de gestion ou d'organisation de l'État. La gouvernance. La gouvernance. Donc, ce qui fait que si ces peuples-là continuent à être, entre guillemets, marginalisés, affamés, oui. Je préfère utiliser le mot, affamés, en ce moment-là, vous aurez beau demander pardon de long à large, mais vous allez toujours constater ce malaise. Il est question, la demande de pardon permet de surseoir justement ce malaise-là. Maintenant, il est question de faire oublier ou à la limite d'atténuer ça au maximum. Et là, en ce moment-là, il faut que le Rwandais se sente content d'être chez lui, se sente à l'aise, mange à sa faim, voit son pays sortir des méandres ou alors cesse de voir la terre où le sang a coulé. Merci beaucoup. Alors, nous allons, avec votre permission, remercier Emmanuel qui a accepté de prendre son temps. C'est d'ailleurs avec beaucoup de courage que vous le faites parce que vous n'êtes pas très nombreux à accepter à vous exprimer dans les chaînes de radio, par voie des médias. Pourquoi ont-ils peur de parler? On n'a pas peur de parler. Mais il y en a qui ont peur de parler. Non, on ne donne pas la possibilité de le faire. Et quand vous avez l'occasion de le faire, comme ici à EDB News, qu'est-ce que vous envoyez comme message?
Merci beaucoup. Je vais profiter de vos antennes parce qu'il y a 23 ans. 23 ans que les réfugiés rwandais sont en terre d'asile en République du Cameroun, bénéficiant de l'hospitalité légendaire du peuple camerounais, de la protection de son gouvernement, sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous n'avons rien de plus grand qui puisse égarer cette générosité qu'un simple grand merci. Que tous ceux qui se connaissent ou se reconnaissent que nous connaissons ou qui sont reconnus trouvent dans notre grand merci un signe de notre gratitude. À travers ce grand merci, nous voudrions témoigner aussi notre reconnaissance aux citoyens qui, dans l'anonymat, a accueilli le Rwandais s'arrêter, sali par les circonstances, pour en faire un Rwandais travailleur qui se transforme progressivement en Rwandais propre, car le travail ennoblit l'homme. Merci pour le gobelet d'eau, le morceau de savon, de macabo, du pain, des habits propres, l'abri, le regard compatissant. Merci pour tout. 23 ans sous le toit de quelqu'un, c'est des fois aussi des manquements bénins ou graves. Nous ne voulons pas reprendre la liste de ces écarts de comportement pour ne pas ternir cette reconnaissance. Pour tous les manquements, pour toutes nos offenses, nous implorons votre pardon. 23 ans au Cameroun, 23 ans que la communauté internationale, des âmes de bonne volonté, des donateurs divers et autres bienfaiteurs anonymes à travers le HCR et ses différents partenaires opérationnels témoignent aux exilés rwandais la solidarité internationale. 23 ans, c'est aussi des égarements pour tous les comportements indignes qui auraient pu ou qui pourraient décourager les bienfaiteurs. Les humanitaires qui se dépensent pour des réfugiés, nous demandons pardon. Que le Dieu Tout-Puissant de bonté vous soutienne, vous tous, pour que reste allumée en vous cette flamme humanitaire qui continue à faire vivre l'homme quand tout le reste semble perdu. Merci. Nous nous engageons à rester les témoins vivants de cet élan de solidarité et de fraternité. Vous comptez tous pour nous et nous continuons à compter activement sur vous. Pour des réfugiés rwandais, 23 ans ensemble, hors de la terre natale. 23 ans de vie commune, après la traversée de la dense et pluvieuse forêt équatoriale de la République démocratique du Congo, ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Un peuple uni est capable de venir au bout de ses malheurs. Que ces 23 ans nous l'apprennent davantage. Grand merci à vous tous. Vive l'hospitalité camerounaise, vive l'humanité. Un message très poignant. C'est un message qu'on ne commente pas. Et je crois que tous les Camerounais qui nous écoutent à travers cette chaîne de radio l'ont reçu. Et le partage d'ailleurs, nous rappelons que nous commémorons aujourd'hui les 23 ans de génocide rwandais. Cela s'est passé exactement un 6 avril avec ce coup d'État perpétré suite à cet accident d'avion du président rwandais. Cet avion avait également à son bord le président burundais. Des images qui sont restées calquées, pointées dans les mémoires des civilités africaines. Des images inoubliables, des blessures inoubliables, des odeurs certainement qui rappellent un film d'horreur. Mesdames et messieurs, ils se sont déplacés et ont accepté de nous prêter leurs témoignages et leurs analyses. Ils sont dans ce studio, les fils de nationalité rwandaise. Monsieur Mbabazi, on va vous dire au revoir, tout en vous encourageant, disant que le Rwanda aujourd'hui également participe de façon vive et active à booster l'économie du Cameroun. Nous savons que vous êtes très actifs dans ce domaine. Ça fait partie de la nature du Rwandais.
Oui, monsieur Toby. Des natures rwandais, ce sont des peuples travailleurs. C'est pour vous dire que quand tout à l'heure, Dr Menya dit que le Rwanda est en train d'évoluer, tout ça, ce n'est pas la première fois. Même en 1989, quand le président Habyarimana était encore là, le Rwanda était considéré comme la Suisse d'Afrique. Et vous allez trouver que partout là, il y a les peuples rwandais, ils se démarquent par leur façon d'agir. Et tout ça, c'est parce que on met notre culture en avant, puisque la culture est un facteur de cohésion sociale et de stabilité. Donc, on tire nos forces à travers la culture rwandaise. Merci d'être venu, Monsieur Babazi. Et merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse camerounaise, parce que vous participez activement à la formation des jeunes Camerounais en milieu universitaire. Il était très important de le rappeler. Et, mesdames et messieurs, nous disons donc que ce programme a été monté de façon spéciale pour participer, pour apporter l'élan de cœur, la compassion que tous les Camerounais auraient pour la communauté rwandaise. On aurait bien voulu écouter quelque chose de réel, la langue rwandaise dans ce studio, mais vous n'avez pas envoyé un petit message. C'est le Swahili, c'est ça. C'est comme ça s'appelle votre langue. Emmanuel qui va dire un petit mot. Monsieur Babazi ou bien Emmanuel? Je vais passer ça. Il parle mieux que vous, c'est ça? Ok, d'accord. Il maîtrise mieux la langue. Oui. D'accord, on veut bien vivre ça. Un petit message en langue à vos frères qui vous écoutent actuellement. Ku banyarwanda batwumva uyu munsi nk'uko mubizi ni ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane. Umunsi twibukaho murabyibuka ko ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 aribwo u Rwanda rwinjiye mu bintu bikomeye. Twahuye n'amakuba, perezida wacu Habyarimana Juvenal amaze gupfa. Ibyabaye byose murabizi twabibanyemo, akaba ariyo mpamvu kuri uyu munsi twibuka imyaka 23 tubasaba kugira ngo dukomeze tugire ubumwe, dukundane, dukomeze dufatane mu mugongo nk'uko abarundi bakunda kubivuga, maze urukundo aba ari rwo ruturanga, kandi dukomeze gukunda umurimo kuko nibwo tuzabona uburyo bwo gusubira mu gihugu cyacu. Mukomere. Voilà, c'est très bien dit, super intelligent. Voilà, merci à Monsieur le Président. Donc, du bureau, je crois que c'est comme ça que vous désignez cela, de la communauté rwandaise au Cameroun. Je crois que c'est ça, Monsieur Babazi. Vous représentez le président vous êtes le président du bureau, comment? Non, j'étais vice. Vous avez été évincé? Non, j'ai démissionné, j'étais vice-président de la Vous avez démissionné, pourquoi? J'ai démissionné, c'est pour des raisons un peu personnelles. Oui. Mais parfois, il faut bien reculer pour mieux sauter. Vous comptez rebondir? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui. Mesdames et messieurs, sur les traces de l'histoire, entre en gare. C'était avec la participation de l'ensemble de la rédaction de ADB News Radio. Nous saluons Audrey Oyengelek et Albert Zambo qui ont valablement représenté cette émission. Alors, les traces de l'histoire à travers le Cameroun en recoupant l'information et bien sûr en prêtant le micro de ADB News à quelques leaders d'opinion. Nous saluons particulièrement le docteur Meignet qui est de l'université de Yaoundé 2 SOA qui s'est prêté bien entendu à notre micro de communication. Nous voudrions remercier nos panélistes, Monsieur Tchatchou Russell, qui est directeur général de la société immobilière dans le groupe Zidiel. Nous saluons tout de même la participation de Patrick Alima qui réalisait cette émission. C'était également avec des invités spéciaux, Monsieur Ntabajina Emmanuel qui est titulaire d'un diplôme en sciences de la santé, assistant médical si vous voulez. Je rappelle qu'il est arrivé au Cameroun depuis pratiquement 9 ans aujourd'hui. Il est arrivé ici en novembre 2008. Il y avait également dans ce studio Monsieur Mbabazi Mungemana qui est de nationalité rwandaise tout de même, installé au Cameroun depuis 22 ans. C'est tout pour cette plage spéciale. Cette page spéciale pourra également vous être présentée dans nos prochaines émissions à travers d'autres sujets. Je rappelle que cette émission a été mise en onde par Mathieu Mbala, le notaire du micro, Toby Atangana. Je m'appelle